Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Dans 4 jours, les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la fête de la Tabaski. Au-delà du sacrifice, le vêtement compte pour beaucoup à cette occasion. Et cette année, de nombreux Ivoiriens ont opté pour les tissus en coton en lieu et place du célèbre bazin. Reportage à suivre. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète de la dégradation des droits humains au Burkina Faso. L'organe de l'ONU demande aux autorités de Ouagadougou de mener des enquêtes pour faire toute la lumière sur les exactions et les massacres commis contre les civils, non seulement par les groupes armés terroristes, mais aussi par l'armée burkinabé. Voilà pour le sommaire. Il y aura 2 tendances cette année parmi les musulmans qui célèbrent la Tabaski ce dimanche 16 juin. D'une part, ceux qui s'habillent en bazin comme à l'accoutumée, et d'autre part, ces Ivoiriens qui jugent trop cher le coût du bazin et optent pour les tissus en coton, une alternative au coût beaucoup plus réduit, mais qui offre aussi un certain confort à l'utilisateur. Le reportage d'Abdoulaziz Guira, commenté par Achit Andiara. Marché forum au cœur de la commune d'Adjamé. Dans ce point de vente des tissus, des clients venus faire des achats spécialement pour la fête de la Tabaski. Durant cette fête musulmane, le bazin est certes plus prisé, mais les tissus en coton tendent la main aux plus petites bourses. Les tissus, au moins on peut avoir 3 mètres à 10 000 comme ça. Et pourtant les bazins sont 3 mètres à 15 000, 1 mètre à 15 000. Ça, vraiment, je n'ai pas les moyens pour ça. Donc, je préfère les tissus pour m'habiller correctement. Ce commerçant a vu son chiffre d'affaires croître à l'approche de la Tabaski. Pour satisfaire sa clientèle, il propose une large gamme de tissus de différentes qualités. Il y a plusieurs types de tissus. Il y a des tissus qu'on appelle Super 100, les 360. C'est moins cher, le prix est très abordable. Ça fait que moi-même, j'assure les clients. Malgré ici, en haut, malgré tout ça, les clients viennent se servir et puis ils vont avec pour fêter la fête. Certains même me disent que non, bon, depuis ils sont habitués à tissu là, ils n'ont plus envie de porter même bazin puisque le tissu est moins cher par rapport au bazin. Donc ça fait qu'ils gagnent du client de jour en jour, donc ça me fait plaisir. Le tissu que les gens paient beaucoup, c'est un tissu qu'on appelle tissu Dubaï. C'est ici beaucoup, il y a d'autres aussi qui sont tissus saoudiens. Parmi les variétés de tissus qui existent, il y a le tissu bazin, une qualité de tissu en coton similaire en tout point au bazin ordinaire. C'est l'une des spécialités de cet autre commerçant de tissus. La qualité est très bonne, c'est une qualité durable aussi. Il y a beaucoup de gens qui portent ici bazin parce que la qualité est bonne, ça ressemble à bazin. Le mètre du tissu en coton coûte en moyenne 3 500 francs CFA. Il est 2 fois moins cher que le bazin ordinaire qui, lui, coûte en moyenne 10 000 francs CFA le mètre. Une opportunité à exploiter pour certains commerçants de vêtements prêt-à-porter. Commercialiser des vêtements prêt-à-porter en tissu classique serait plus facile à écouler. À preuve, cette cliente à qui ces vêtements en tissu offrent une totale satisfaction, tant au niveau du prix que de la qualité. On n'a pas eu assez de temps pour déposer les bazins chez le couturier, donc on a préféré payer des tenues sur mesure. Les bazins, selon moi, quand tu transpires, ça laisse voir la sueur, alors que les tissus sont en coton. Donc quand tu transpires, on ne voit pas trop la sueur là-dessus. Les facteurs coûts, les tissus sont un peu moins chers que les bazins. La fête de la Tabaski est pour beaucoup une fête où il faut absolument se parer de ses plus beaux vêtements. Dans cette période où le bazin règne à maître, le tissu en coton arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Ces dernières années, à l'approche de la fête de la Tabaski, davantage de personnes s'intéressent au tissu coton à cause de son coût réduit par rapport au bazin. Cependant, cette alternative au bazin n'a pas baissé pour autant les chiffres des vendeurs. Certains ont même épuisé leur stock à quelques jours de la fête de la Tabaski. Et ce mercredi, ils sont nombreux à avoir envahi les magasins de bazin pour choisir les meilleurs motifs. C'est ce que nous montrent maintenant Achit Andiara et Kader Bachila. Depuis l'annonce de la date de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les magasins de bazin. Dans cette boutique située dans la commune d'Adjamé, Kissima Kamara a fait venir des bazins avec de nouveaux motifs et des prêt-à-porter pour répondre aux demandes de sa clientèle. Qui dit Tabaski dit forcément bazin. Nous avons des prêt-à-porter de toute taille, grands comme enfants. Nous, on a toujours opté pour la qualité. Donc toujours, il y a de nouveaux dessins chaque année et de nouvelles couleurs. Il n'y a pas de repos. C'est après la Tabaski, normalement on prend une semaine de repos. Vraiment, moi je n'ai pas de bon tailleur. Donc voilà pourquoi à ce moment-là, ils viennent acheter pour moi ici, bien cousu.
Là, je porte en même temps. Chaque année, je viens avec mes petits frères. On vient faire nos choix ici. Vraiment, ils vendent de bonnes qualités. Les couturiers est très très bon. Donc voilà pourquoi. C'est ça même qui me plaît de venir à l'air comme ça pour venir faire mon choix, quoi. Si tout le monde aime ça fait, si tu passes à là, c'est pas bon. Des tenues qui s'arrachent hommes et femmes pour être bien vêtus le jour de la fête. Le bazin, c'est classe et ça fait aussi respecter aussi. On est venu acheter parce que mon couturier est fidèle à moi. Je sais qu'il va pour ça pour moi. Je n'étais pas aussi pour un bazin dans cette fête parce que j'ai acheté trop de bazins l'année passée. Je n'avais pas la tête à ça. Mais à la dernière minute, quand tu penses que le jour de la fête, tu vas aller à la mosquée sans ton nouveau bazin et tout. Donc voilà pourquoi je suis venu m'acheter mon bazin. J'ai déjà appelé mon couturier. C'était pas évident, mais bon, il m'a dit d'envoyer puisque je suis un client vraiment fidèle. Toujours dans la commune d'Adjamé au marché Petit Lomé, Ahmed et son frère luttent pour servir des clients de la dernière minute venus des différentes communes d'Abidjan. On était très débordés par les clients parce que j'étais nombreux. L'endroit n'est pas assez très grand, mais quand tu vends de la qualité, même si ce n'est pas grand, les clients sont satisfaits. Il y a d'autres qui s'assoient derrière, on sert les autres, et puis après il y a d'autres qui avancent. Il y avait des couleurs qui étaient manquées sur le marché. Couleurs, les femmes j'appelle Tigedigeni et Michibo. Et puis du rose bonbon, c'était les couleurs qui étaient manquées. Le bazin qui est beaucoup manqué sur le marché, c'est le bazin blanc. Je suis venu acheter bazin chez Ahmed. Moi et ma nièce, c'est très important de porter. C'est la base. Être doula d'abord même. C'est quoi? C'est bazin. Mais le bazin, c'est la base. Ça fait habiller, c'est classe, ça passe partout. Quand tu portes, tu te sens femme, tu te sens classe. Et puis partout, tu passes avec le bazin, c'est joli. La Tabaski est une aubaine pour les commerçants des bazins. À cette période, ils font des bonnes affaires. Puisque nous parlons de la Tabaski, le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé aujourd'hui au lancement de la foire de la Tabaski, une cérémonie tenue sur le site du nouveau parc à bétail à Adjamé, cérémonie au cours de laquelle Dr Komissiri Dagnogo a rassuré la population du ravitaillement du marché à bétail. Il insiste surtout sur l'accessibilité des bêtes à toutes les bourses. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nous Sangari. Il y a de cela 2 semaines à peu près, nous avons eu une vidéoconférence avec les opérateurs économiques, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de nos pays frères qui sont le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont donné l'assurance de continuer à approvisionner la Côte d'Ivoire comme ils l'ont toujours fait. Donc pour cela, nous disons que les populations peuvent sereinement se déplacer sur les différents marchés pour s'approvisionner en moutons et même pour certains en bovins. Nous avons en disponibilité entre 150 et 160 000 moutons pour la quinzaine de la foire. Quand vous avez une bourse de 100 000 ou 150 000 et que vous allez sur le marché, vous regardez un mouton de 300 000 que vous voulez avoir, ça devient cher. Mais si vous allez et que vous vous adressez aux commerçants et vous leur demandez selon votre bourse, il est fort probable que vous puissiez avoir des moutons à la portée de votre bourse. Donc ça dépend de tout un chacun. Chapitre à Tougbo, dans le septentrion ivoirien, l'eau et la santé sont au cœur des préoccupations dans cette sous-préfecture du département de Téini. Malgré le renforcement de la présence de l'État, les populations font face à plusieurs difficultés spécifiques aux zones frontalières. Elles demandent l'eau potable et bien évidemment des structures sanitaires améliorées. Clément Bokoy a séjourné son reportage. Ce forage hydraulique est aujourd'hui indispensable pour les populations de Tougbo. À toute heure de la journée, l'on assiste à un balai incessant de jeunes allant et venant s'approvisionner en eau potable pour la consommation domestique. Mariam est l'une d'entre elles. Ici, c'est sur la tête que le précieux liquide se transporte jusqu'au domicile familial. On a des difficultés pour avoir de l'eau. On peut faire 5 jours sans l'eau. Souvent, on achète de l'eau au château, une barrique à 250 francs CFA. En plus de cette difficulté liée à la desserte en eau potable, le centre de santé urbain de Tougbo, qui a ouvert ses portes en 1984, est aujourd'hui trop exigu au regard de la fréquentation. Cet hôpital accueille un flux important de malades à cause de la présence de réfugiés dans la zone.
Le centre est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés. Depuis ces 4 dernières années, nous recevons massivement des populations qui viennent de notre pays de voisinage, le Burkina Faso. Puisque avec la crise, les établissements sanitaires au niveau de la frontière ont tout fermé. Donc ces populations-là traversent la frontière et c'est le seul point de santé le plus proche où ils ont la possibilité d'arriver. Avec la crise, cette arrivée vraiment est très massive. Et depuis 40 ans, le plateau technique au niveau de l'hôpital n'a pas évolué. Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés. La première difficulté d'abord, c'est que c'est l'insuffisance vraiment du local. Nous avons besoin des bâtiments aussi pour pouvoir aussi étendre aussi nos activités. Nous n'avons pas de bureau pour pouvoir, on n'a pas de salles aussi spécialisées. Ici, la maternité enregistre une 50aine d'accouchements et plus de 300 consultations prénatales dans le mois. Un rythme intenable pour l'unique sage-femme du centre. Elle est seule, donc vraiment, nous, on comprend un peu. Le personnel composé de 2 médecins, 3 infirmiers et une sage-femme manque de tout. En témoigne ce bâtiment délabré dans lequel logent les 3 infirmiers de l'établissement. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays du Sahel, le centre de santé urbain de Tougbo est amené à accueillir encore plus de patients. Il est donc urgent de renforcer les capacités de l'hôpital et de son personnel. En religion, plus d'une centaine de femmes étaient réunies dans la commune du Plateau en vue de prier pour leur émancipation, mais aussi pour la réussite de leur foyer. Ce moment d'intense spiritualité était une opportunité pour ces femmes de recevoir des enseignements sur le rôle de la femme dans la société. Cette activité est une initiative du mouvement Éveil des femmes. Abdelaziz Guiraye et Assit Andiara nous en disent plus. De l'émotion, mais aussi de la concentration pour ces femmes. Elles prennent part à un programme dénommé Éveil des femmes. À l'ordre du jour, enseignement et séances de prière. Le tout autour du thème « Femme éveillée est une source de vie ». La Bible dit qu'un homme qui a trouvé la femme, une femme a trouvé le bonheur. Mais lorsque la femme ne connaît pas qui elle ne sait pas sa place, c'est la distraction. C'est des choses qui ne sont pas faisables qu'elle fait. Donc il fallait qu'on enseigne la femme qu'est-ce qu'elle est ou qui elle est devant Dieu et pour Dieu dans la société. Dieu instruit, Dieu enseigne, le Saint-Esprit enseigne le foyer, enseigne dans le couple. Quand une femme est sage, qu'elle est obéissante, elle est soumisante à la voix de Dieu, Dieu l'enseigne tout ce qu'il faut pour aider l'homme à réussir à percer dans la vie. Du côté des femmes, le message est bien passé. D'ailleurs, toutes s'estiment satisfaites de la qualité des enseignements reçus. L'éveil des femmes, c'est un programme de vie. En tant que femmes, nous devons connaître notre place dans la société. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces femmes qui sont venues. Elles sont remplies de joie, elles sont remplies de la gloire de Dieu. C'est une bénédiction pour la nation et pour la société. Nous avons appris beaucoup de choses, appris véritablement à servir le Seigneur, comment s'abandonner totalement les mains du Seigneur pour pouvoir véritablement recevoir l'onction. L'onction a besoin de l'abandon, l'onction a besoin de l'obéissance. Et toutes ces choses, nous avons appris aujourd'hui. Cette première édition du programme Éveil des femmes s'est déroulée durant 3 jours. Il est né sous l'initiative du mouvement Éveil des femmes. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète de la dégradation des droits humains au Burkina Faso. L'organe de l'ONU demande aux autorités de Ouagadougou de mener des enquêtes pour faire toute la lumière sur les exactions et les massacres commis contre les civils, non seulement par les groupes armés terroristes, mais aussi par l'armée burkinabé. Volker Turk, le Haut Commissaire aux droits de l'homme, a indiqué que c'est l'obligation de l'État de faire la lumière sur toutes les violations et les abus commis dans son pays. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao datant de 2019, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Mais ces dernières années, la lutte contre le travail des enfants dans les plantations s'est accentuée, quoique beaucoup reste à faire. Moussa Sawadogo, bonsoir.
ou devrais-je dire Moussa Kakao, car c'est sous cette appellation que vous êtes connu un peu partout dans le pays. Vous êtes le président du conseil d'administration de la SEMPA, la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles. Avec vous donc, nous parlons ce soir de l'implication des sociétés coopératives, donc singulièrement de la vôtre, dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Dites-nous donc concrètement, comment est-ce que votre société coopérative s'organise pour faire face à ce phénomène? Merci. Aujourd'hui, la coopérative SIMPA, nous avons mis un comité de suivi et de remédiation dans tous les villages que nous opérons. Et ces comités de suivi et de remédiation vont de cours en cours pour enregistrer les enfants qui travaillent dans les ménages. Et après cette enquête-là faite, nous mettons un truc en place pour pouvoir régler ce problème. Très bien. Mais aujourd'hui, quelles sont les actions que vous, PRI, bien sûr, en tant que société coopérative, vous entendez mener pour interpeller tous les acteurs de la filière café-cacao sur les dangers qu'il y a à faire travailler des enfants dans les plantations? Aujourd'hui, il faut faire... les coopératives ont mis une sensibilisation en place. Nous sensibilisons les parents des enfants. Nous aussi constatons au niveau des plantations s'il y a des enfants qui travaillent, comment remédier à ça. Pourquoi l'enfant travaille? Pourquoi l'enfant ne va pas à l'école? Et quand on a tous ces paramètres, nous mettons puisqu'il y a certains enfants, par rapport à la distance de l'école, refusent certaines fois d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, les coopératives que nous sommes, nous avons pu mettre des écoles à la disposition de certains enfants. Vous en avez construit? Nous avons construit des écoles, nous avons réhabilité aussi des écoles et même aussi de l'eau potable avec des pompes hydrauliques, des pompes améliorées et des puits aussi améliorés pour donner de l'eau potable aux enfants pour éviter les maladies. Et depuis, quel est le résultat? Le travail des enfants dans les plantations, est-ce que ça a diminué considérablement? Aujourd'hui, nous pouvons crier ouf, puisque aujourd'hui, beaucoup de parents ont compris que les enfants ne doivent pas travailler, que leur place est à l'école. Et c'est les parents maintenant qui viennent vers nous par rapport à des écoles à construire ou des écoles à réhabiliter, parce que c'est la réussite de l'enfant maintenant que le père cherche. Très bientôt, avec votre coopérative, la SEMPA, vous mettez en place un projet qui va permettre donc d'inviter les Ivoiriens à la consommation locale des produits dérivés du cacao. Mais quel est ce projet? Oh, ce projet, c'est un projet que nous avons eu un partenaire au niveau de la France pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de consommer le chocolat. Parce que tant que nous produisons le cacao et nous ne consommons pas ce que nous produisons, ça va être difficile pour nous de pouvoir mieux vendre. Donc aujourd'hui, la coopérative SIMPA transforme le cacao avec des dérivés et même ces chocolats ont eu des prix en Europe. Donc nous avons mis ce tournoi-là en place, ce tournoi qui va permettre aux Ivoiriens de consommer le chocolat, d'aussi permettre aux enfants de ne pas aller à l'école, de ne pas travailler en brousse, parce que c'est à l'école que se trouve la place de l'enfant. Et aussi, ce tournoi permettra à certains enfants qui n'ont pas pu aller à l'école de pouvoir jouer au football et réussir leur vie. Donc à titre de précision, effectivement, c'est un tournoi de football qui va se dérouler où et quand? Ça va se dérouler à Beauville, au stade municipal, du 22 au 25 juin. Quels sont les objectifs réels que vous visez à travers ce projet? Les objectifs réels, c'est de pouvoir permettre à certains enfants qui étaient dans des situations difficiles, que nous avons récupérés, mettre dans nos cités, et on leur permet d'aller à l'école. Et on leur permet aussi de jouer au football le soir. Et aujourd'hui, nous avons 4 clubs de l'Europe qui vont venir sur place pour assister à ces matchs, pour faire des recrutements, qui va permettre à certains enfants d'aller connaître derrière l'eau, et aussi qui va permettre à ces enfants-là de mieux s'épanouir, et aussi aux Ivoiriens de voir qu'à travers le football, beaucoup d'hommes viennent et ils vont pouvoir déguster le chocolat. Moussa Kakao, vous êtes un exemple pour plusieurs jeunes dans ce pays. En 20 secondes, qu'est-ce que vous dites à la jeunesse ivoirienne pour les inviter à un retour à la terre? Aujourd'hui, il faut dire à la jeunesse que ce n'est pas la ville qui fait le bonheur. Aujourd'hui, c'est la brousse. Moi-même qui suis à la télévision ici, beaucoup de préfets, de ministres et autres ont des plantations en brousse. Pourquoi ils ont des plantations? Étant ministre ou étant préfet ou étant commissaire. C'est parce que
la brousse, ça paye. Après la retraite, ils vont repartir en brousse et pouvoir vivre en paix. Donc je pense que les élèves, les jeunes doivent savoir que la terre nourrit son homme. Moussa Kakao à l'état civil, Moussa Sawadogo, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la coopérative SEMPA. Merci d'avoir abordé ce soir la question du travail des enfants dans l'implantation. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée.